Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième chapitre de notre formation Python. On continue de construire les fondations de votre carrière. On a vu les variables, les opérateurs, on a même calculé l'IMC. Aujourd'hui, on passe à l'étape décisive, la prise de décision. Alors là, vraiment sans jeu de mots. Jusqu'à présent, notre code était linéaire. Il exécutait une instruction après l'autre. Mais dans la vraie vie, un programme doit faire des choix. C'est le rôle des conditions avec le fameux trio if, elif et else. Et pour les plus avancés d'entre vous, on verra également la nouveauté de Python 3.10, le match case. C'est le cerveau de votre code, ce qui lui permet de s'adapter. On va voir ça en détail et on va même l'appliquer à un petit projet, un système de détermination du groupage sanguin. C'est un vrai cas d'usage médical. Alors, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. Avant d'entamer nos structures conditionnelles, je tenais à mentionner un concept très important en programmation, la concaténation des données. Elle consiste à joindre, assembler plusieurs chaînes de caractères ou valeurs ensemble pour en créer une seule. C'est fondamental et on va l'utiliser partout dans ce chapitre, notamment dans nos affichages. Il y a trois façons principales de concaténer en Python. La première, la plus basique, l'opérateur plus. Regardez, prénom est égal à sekou. Ensuite, je vais mettre nom est égal à Diarra. Maintenant, nom complet est égal à prénom plus, voilà, je mets de l'espace. Ensuite, j'utilise encore l'opérateur plus, nom, et j'affiche le nom complet. Voilà, on va dans le terminal. On exit, voilà, ça affiche bien Sekou Diarra. On utilise le plus pour fusionner les chaînes. Facile, non? Mais attention, si vous faites ici par exemple, je vais mettre 5 plus 1, voilà, et que je décide de printer ça, attention, je vais mettre ici print, voilà, ici, Python va vous crier dessus. Et c'est normal, parce qu'on ne peut pas additionner un nombre et une chaîne directement. Voyons voir tout ça, voilà, vous voyez bien l'erreur. La deuxième méthode, moins connue, mais très utile, et dont on a largement utilisé dans les chapitres précédents, la virgule dans print. Au lieu d'écrire ici, print, prénom, plus, espace, plus, nom. On pourrait directement écrire comme ça, print, prénom, virgule et nom. Vous voyez, Python ajoute automatiquement un espace entre les valeurs séparées par les virgules. Regardez un autre exemple. Voilà, je vais effacer tout ça. Âge, voilà. Âge est égal à 25. Ensuite, je vais mettre print, disons, sekou A. Sekou A, on va mettre la valeur de l'âge. Ensuite, un autre virgule et on va mettre 1. Voilà, voilà, voilà. Exécutons ça pour voir. Voilà, ça nous donne bien sekou A 25 ans. Notez bien, c'est plus lisible. Et remarquez, on a pu mélanger une chaîne et un nombre sans conversion. Python s'en charge. Mais il y a une troisième méthode, la plus moderne et la plus intéressante, les f-string, formatted string literal. C'est apparu en Python 3.6 et c'est devenu la norme. Au lieu d'écrire ici print, prénom, virgule, nom, on peut maintenant écrire print, f, on ouvre les guillemets et ensuite on ouvre les accolades qu'on peut mettre nos différentes variables à l'intérieur. Ensuite, je vais mettre ici non. Voilà, le F avant les guillemets dit c'est une F-string et à l'intérieur des crochets, on peut y mettre n'importe quelle variable ou expression Python. Voici pourquoi c'est génial. Continuons avec un autre exemple ici. On va mettre maintenant print f, f. Voilà, je vais mettre prénom correspondra à Sekou, à son âge. Voilà, voilà. Ensuite, je vais continuer avec un autre exemple. Je dirais que print le f string Sekou. Voilà, je vais mettre prénom qui correspond à Sekou aura l'âge. Voilà, âge plus. Voilà, vous voyez, je suis en train de faire une opération à l'intérieur d'un affichage. Aura, voilà, l'année prochaine. Et on va exécuter ça pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, Sekou a 25 ans, Sekou aura 26 ans l'année prochaine. Voilà. On peut même mettre des calculs ou des appels de fonctions directement dans les crochets. C'est incroyablement flexible. Résumons rapidement les trois méthodes. Méthode 1, opérateur plus. Basique mais verbeux. Méthode 2, la virgule dans print, lisible, ajoute automatiquement des espaces. Et enfin, la méthode 3, le f-string, flexible, lisible, à préférer absolument. À partir de maintenant, dans ce chapitre et les suivants, on utilisera les f-strings pour tous nos affichages. C'est la meilleure technique et vous allez voir comment c'est pratique pour nos conditions. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. La structure de base d'une condition en Python, c'est les if simples. En français, ça veut dire si. On commence par le mot-clé if
suivi d'une condition qui doit être un booléen true ou false. Et on termine par 2 points. Exemple ici, hémoglobine A est égal à true. Voilà, if hémoglobine A et je mets les 2 points. Et là, le truc le plus important en Python, l'indentation. Après le 2 points, vous devez sauter une ligne et mettre un retrait, 4 espaces ou une tabulation. Tout ce qui est indenté sera exécuté uniquement si la condition est true. Voilà, je vais mettre ici print. Voilà, l'hémoglobine A est présente. Si l'hémoglobine A est true, la condition est vraie. Le message s'affiche. Si je mets false, la condition est fausse et le code indenté est ignoré. C'est le principe du bloc de code. Maintenant, exécutons ça pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, l'hémoglobine A est présente. Si maintenant je mets false, voilà, ça ne devrait plus normalement s'afficher. Voilà, vous voyez, ça ne s'affiche plus. Donc, ça veut dire que le code est bon. Le if simple, c'est bien. Mais que se passe-t-il si la condition est fausse? On ne fait rien. Pour donner une alternative, on utilise le mot-clé else. Le else se place juste après le bloc if, sans indentation, et il prend les 2 points. Le bloc de code sous le else est exécuté uniquement si la condition if est fausse. Par exemple, ici, je vais mettre else print l'hémoglobine A n'est pas présente. Voilà. Maintenant, exécutons notre code. Vous voyez, l'hémoglobine A n'est pas présente. Pensez-y comme un interrupteur. Soit ça passe par le if, soit ça passe par le else. Mais ça ne passe jamais par les deux. Et ça passe toujours par l'un des deux. Et si on n'a plus de 2 possibilités? Par exemple, dans notre système de détermination de groupage sanguin, dans le système ABO, on veut distinguer les 4 groupes principaux, O, A, B et AB. On utilise le elif qui est la contraction de else if. Le elif nous permet de vérifier une nouvelle condition seulement si la condition précédente était fausse. Par exemple ici, faisons un exemple. On va dire groupe est égal à AB. Ensuite, on dira if groupe est égal à AB. Print groupe AB. On part avec des exemples très simples. Ensuite, elif, sinon si groupe est égal à print. Excusez, je vais copier ça sera plus rapide. Voilà, groupe est égal à A. Ensuite, nous avons, comme c'est du copier-coller, je vais copier tout ça. Vous allez voir, je colle ça ici. Maintenant, je n'ai qu'à changer ici en B, ici en B, ici en O, ici en... Et maintenant, la condition finale, else, je vais mettre ici print groupe invalide. Voilà, vous voyez. Maintenant, si j'exécute notre programme, ça va donner AB. Si maintenant, je mets A, voilà, groupe A, ainsi de suite. Vous voyez, si O, ça donnera O. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a la théorie, passons à la pratique avec un projet concret. On veut un programme qui analyse les antigènes présents dans le sang d'une personne et lui détermine son groupe sanguin. D'accord. Commencez d'abord par créer un nouveau fichier et renommer-le sous le nom groupage sanguin.py. D'abord, on récupère les données du patient. On demande si l'antigène A est présent et si l'antigène B est présent. On utilise des questions vraiment très simples. Antigène A est égal input antigène A présent, point d'interrogation. Ensuite, oui ou non. Voilà. Et on va mettre ici les 2 points. Maintenant, antigène B est égal à input antigène B présent, oui ou non. Voilà, on va mettre les 2 points. Voilà. Ensuite, on convertit les réponses en booléen pour faciliter la comparaison. On vérifie si l'utilisateur a bien saisi. D'accord? Alors, antigène A est égal à antigène A point lower égal à 8 minuscule. Ensuite, antigène B égal à antigène B point lower égal à 8. D'accord? Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on convertit automatiquement la saisie de l'utilisateur en minuscule avec la fonction lower. Ensuite, on le compare à 8 minuscules. Tout ce que l'utilisateur va saisir, les différentes variantes de 8, c'est-à-dire 8 tout en majuscule ou 8 le début en majuscule ou 8 en minuscule. Ici, notre programme va automatiquement convertir en majuscule avec la fonction lower. Ne vous inquiétez pas, le concept de chaîne des caractères fera l'objet d'un chapitre dédié. Maintenant, on applique notre structure if, elif, else pour déterminer le groupe sanguin basé sur les antigènes présents. C'est là que la magie opère vraiment. D'accord? Un individu est dit de groupe O
s'il ne possède ni l'antigène A ni l'antigène B. Et en Python, cela s'écrira comme ça. Détermination du groupe sanguin. Voilà. If not antigène A, c'est-à-dire s'il ne possède pas l'antigène A, and not antigène B, alors le groupe est égal à O. Voilà, vous voyez bien. Un individu est dit de groupe A s'il possède l'antigène A et ne possède pas l'antigène B. En Python, on va écrire ça comme ça. If antigène A, il possède l'antigène A, and not antigène B, il ne possède pas l'antigène B, donc le groupe, ici, le groupe est égal à A. Voilà, par exemple, c'est plutôt Elif. Voilà, excusez. Ensuite, un individu est dit de groupe B s'il possède l'antigène B, mais ne possède pas l'antigène A. Donc, Elif, antigène, plutôt not, antigène A, N, antigène B. Donc, groupe est égal à, vous voyez, voilà. Ensuite, un individu est dit de groupe AB s'il possède l'antigène A et l'antigène B, les deux à la fois. Donc, Elif, antigène A, N, antigène B. Donc, le groupe est égal à AB. Voilà. Et maintenant, voilà, on va dire dans les cas où le groupage serait invalide, avec notre fameuse else, voilà, on affichera tout simplement, ou on dira tout simplement que le groupe est invalide. Voilà. Maintenant, on peut faire des petits essais pour voir si tout fonctionne. Voilà. On va mettre print f-string, voilà, avec notre fameux f-string, et on va mettre groupe sanguin, suivi du groupe sanguin déterminé, voilà, suivi de groupe, voilà, du groupe de l'individu en question. Voilà. Maintenant, exécutons notre programme dans le terminal pour voir ce que ça va nous donner. On va dire groupe sanguin, voilà, Python, groupage plutôt, groupage sanguin, et j'exécute, voilà, antigène présent, non, voilà, groupe sanguin déterminé O, c'est bien. Un autre exemple, je vais dire oui, je vais dire non, voilà, A, c'est parfait. Ensuite, je vais dire oui pour les deux cas, voilà, très bien, groupage déterminé AB, parfait. D'accord, en quelques lignes, vous venez de créer un programme concret et pratique, même s'il n'est pas très optimisé. Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons sur ce projet afin d'y apporter quelques améliorations avant la fin de ce chapitre. Maintenant, continuons avec un concept un peu avancé en structure conditionnelle, c'est-à-dire l'imbrication des données. Ça consiste à mettre une condition dans une autre. Par exemple ici, partons avec un exemple très simple et très typique. On va demander à l'utilisateur son âge, votre âge, voilà. Si l'âge est supérieur ou égal à 18, voilà, nous affichons que la personne ici, elle est majeure. Vous êtes majeur. Sinon, on dit que celle-ci, elle est mineure. Vous êtes mineur. Voilà. Rien qu'avec ça, on a un programme fonctionnel. Allez, on va l'exécuter pour voir. Regardez, je vais mettre ici 23. Vous voyez, vous êtes majeur. Si je réexécute le programme et que je mets 17, vous êtes mineur. Parfait, ça fonctionne. Maintenant, supposons que on veut mettre d'autres messages par rapport à un certain intervalle d'âge. Par exemple, ici, je peux mettre que si la personne a un âge supérieur ou égal à 18, elle est majeure, mais j'aimerais aussi mettre un message spécifique pour les personnes qui auraient un âge dans un certain intervalle. Ici, je vais mettre âge inférieur ou égal à 35, voilà, print, voilà, vous êtes dans la fleur de l'âge, voilà, c'est un exemple, là. Et ici encore, je vais dire que si if âge inférieur, voilà, inférieur ou égal à 12, affichez que c'est un enfant, print, vous êtes un enfant. Voilà, maintenant je réexécute le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, votre âge, je vais mettre 23, vous êtes majeur et vous êtes dans la fleur de l'âge, voilà, car c'est inférieur ou égal à 45. Maintenant, je vais mettre ici 36, voilà, et ça affiche seulement vous êtes majeur, voilà, très bien, ça fonctionne. Continue avec un autre exemple, je vais mettre ici 13, voilà, vous êtes mineur, on continue, je vais mettre ici 12, vous êtes mineur, vous êtes un enfant, parfait, tout fonctionne. Retenez seulement que l'imbrication des données sert à encapsuler, c'est-à-dire à mettre plusieurs données les uns dans les autres. Ça permet de créer des conditions dans d'autres conditions. Si ce premier if est vrai seulement, nous rentrons à l'intérieur et on va afficher vous êtes majeur. Ensuite, on va commencer avec une autre condition, ainsi de suite. On peut mettre ici aussi, même ici, un else si vous le voulez. Voilà, ça marchera aussi. Attention à l'indentation. Voilà, c'est elle qui définit le bloc. Voilà, le deuxième if
est énanté une deuxième fois. Ça peut vite devenir confus. Donc voilà, utilisez les conditions imbriquées avec parcimonie. Avant de passer au match case, je vais vous montrer une syntaxe courte et élégante. L'opérateur ternaire. C'est une façon de mettre un if-else complet sur une seule ligne. La syntaxe est la suivante. Valeur si vrai, if, condition, sinon, valeur si fausse. Faisons un exemple. Ici, groupe est égal à O. Voilà, on va dire statut. Statut est égal à donneur universel. If groupe est égal au, sinon donneur partiel. Voilà. Ici, la variable statut recevra donneur universel si le groupe est O. Sinon, donneur partiel. Voilà. Maintenant, essayons d'afficher print statut. Voilà, je viens ici, Python condition.py. Voilà, donneur universel. Si je change ici un A, on va voir. Voilà, ça donne donneur car ici, j'ai pas mis donneur partiel. Voilà, je réexécute le programme, ça donne donneur partiel. D'accord, tout est bon. Maintenant que nous avons abordé le concept d'opérateur ternaire, nous allons améliorer notre projet groupage sanguin avec l'ajout d'une petite fonctionnalité, la détermination du résus. Pour ce faire, rien de plus simple. Nous allons ajouter ici, nous allons demander la présence du facteur résus à l'utilisateur. Voilà, RH positif est égal à input. On lui demandera le facteur résus est-il positif. Voilà, comme avec les autres oui et non. Voilà, 2 points. Ensuite, nous allons descendre la ligne et on va convertir notre variable immédiatement égal à RH positif point lower comme avec les autres. Voilà, égal oui. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on descend tout en bas ici. Nous allons maintenant remplacer cet affichage-ci. Attendez, nous allons effacer cet affichage-ci par détermination du résus. Voilà. Maintenant, on dira que le résus est égal au signe plus en chaîne de caractères si le RH est positif. Voilà. Sinon, else, ça sera égal au symbole moins. Voilà, pour dire que les résus positifs et les résus négatifs. Maintenant, voilà, on va faire, disons, un affichage du résultat final. Voilà, affichage du résultat final. Voilà, on va dire ici groupe sanguin complet. Voilà, avec le RH, parce que l'autre fois, on utilisait seulement sans le RH, la détermination du groupage, sans le résus. Maintenant, on va dire f-string. Le groupage est égal à groupe. Voilà, on colle directement au résus. Et résus ici. Voilà. Maintenant, on va faire un affichage du résultat. Et résultat est égal à f-string. Groupe sanguin déterminé, 2 points. Ici, on va mettre groupe complet, groupe sanguin complet. Voilà, parfait. Maintenant, voyons voir ce que ça va nous donner. On va exécuter notre programme ici. Là, attendez. Voilà, vous voyez. Présence de l'antigène A, je dirais non. Je dis encore non. Je dis oui. Voilà, ça affiche invalide. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Voilà, vérifions bien que tout est bon. RH positif. On convertit ça immédiatement. Voilà, invalide. Oh, invalide. Attendez. Je vérifie bien que tout est bon. F-string est égal à if positif. Voilà. If RH positif, sinon RH négatif. Attendez, on réexécute pour voir. Je dirais oui, non, oui, A plus. Oui, d'accord, c'est bon comme ça. Mais réexécuter encore le programme pour voir. Non, non. Oui, ça devrait donner O plus normalement. On dit invalide plus. Pas bien, c'est pas bien déterminé. Voilà, ici. Voilà, bien évidemment. On a oublié ici. On a dit si c'est vrai, donc non ici. Ça va être not A and not B. Voilà, vous voyez. Donc si je réexécute notre programme encore, voilà, je vais mettre non. Parce que quand on n'a pas l'antigène A et qu'on n'a pas l'antigène B, normalement, on doit être O. Donc ici, on a les résus. Ça veut dire que c'est O positif. Voilà, vous voyez maintenant. C'est bon. Maintenant, essayons avec tout. Oui. J'ai dit oui aussi, donc ça doit normalement afficher AB+. Voilà, maintenant, voilà, je réexécute encore. On va voir non, tout en non. Voilà, au moins. Parfait, donc ça fonctionne. Tout est OK maintenant.
Place à la nouveauté passionnante. Depuis Python 3.10, sorti en octobre 2021, il y a une nouvelle façon élégante de gérer les choix multiples, le match case. Si vous venez d'autres langages de programmation, vous connaissez peut-être le switch case. Le match case de Python est similaire mais bien plus puissant. Le match case est particulièrement utile quand vous comparez une variable unique contre plusieurs valeurs fixes. C'est beaucoup plus lisible que d'écrire des dizaines d'élifs. Voici l'idée générale. Vous avez une variable, le groupe sanguin, vous la comparez contre différents cas, cases à l'occurrence, et vous exécutez le code correspondant. C'est comme un diagnostic médical automatisé. Voici la syntaxe du match case. On a variable est égal à valeur, ensuite match variable, les deux points, le premier cas, case, ensuite valeur 1, voilà, on va dire ici valeur 1, ensuite print, exemple, on va dire code, ensuite case par défaut, print défaut, voilà, vous voyez bien la syntaxe du match case. On commence par le mot-clé match, suivi de la variable qu'on veut tester et les deux points. Ensuite, on liste les différents cases, les différents cas. Chaque case est suivi d'une valeur ou d'un pattern à comparer, puis les deux points. Un exemple concret ici, groupe est égal à A, ensuite match, groupe, les deux points, case A, on va faire print, groupe A, donneur pour le groupe A et AB, voilà. Et maintenant, les cases par défaut, case underscore print, groupe invalide, voilà. Ensuite, le code sous le case s'exécute seulement si la valeur correspondante. Et il y a un détail important. Python s'arrête au premier case qui correspond. Il n'en teste pas les autres. Le dernier case, c'est le case underscore qui joue le même rôle que le else. Il se déclenche si aucun autre case n'a été trouvé. Créons un exemple pratique. Un programme qui demande le groupe sanguin et affiche ses caractéristiques et compatibilités de transfusion. Avec la méthode if, elif et else traditionnelle, ça ressemblerait à ceci. Groupe est égal à input, votre groupe. Ensuite, if group est égal à, on commence par AB, print, AB, receveur universel. Ensuite, elif group est égal à A, print A, compatible avec A et AB. Elif group est égal à B, print B, compatible avec B et AB. Elif group est égal à O, print O, donneur universel, voilà. Ensuite, else print group invalide. D'accord, testons pour voir. Python condition.py, je vais mettre AB, voilà, receveur universel, je réexécute, je mets O, donneur universel, je vais avec A, compatible avec A et AB. Parfait, ça fonctionne. Vous voyez, c'est fonctionnel, mais ça prend de la place et c'est répétitif. Maintenant, regardez avec match case. On laisse groupe en place et on va directement commencer par match, groupe. Ensuite, case, AB, vous vous souvenez bien. Maintenant, print, AB et receveur universel. Ensuite, case A, print A, compatible avec A et AB. Ensuite, case B, print B, compatible avec B et AB. Ensuite case O, print O, donneur universel. Voilà. Ensuite, case par défaut qui correspond à else, deux points, print, groupe, invalide. Voilà. Invalide n'est pas bien écrit, invalide. Maintenant, réexécutons le programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, je vais mettre donneur universel, d'accord, je vais mettre B compatible avec B et AB, c'est très bien. Je vais essayer AB, B, voilà, c'est parti. Vous voyez, remarquez comme c'est plus lisible avec un match case. Chaque groupe sanguin a son propre traitement clairement défini. C'est beaucoup plus intuitif, n'est-ce pas? Le match case peut faire bien plus que juste comparer des valeurs simples. On peut utiliser des patterns ou motifs complexes, notamment pour analyser des tuples de résultats biologiques. Par exemple, on peut tester les types d'une variable. Imaginons une fonction qui reçoit un résultat des tests sanguins et fait quelque chose selon son type. Par exemple, résultat est égal à 42. Voilà, on va dire match résultat. On dira ensuite case int si c'est un entier. Voilà, un résultat entier. Et un résultat entier, on dira seulement print compte de cellules. Voilà, case, auquel cas c'est un flottant ou un nombre à virgule.
float. Voilà, on dira mesure de concentration, print, mesure de concentration. Ensuite, si c'est une chaîne de caractères, on dira résultat qualitatif, case str, print, résultat qualitatif. Voilà. Ensuite, pour les cas par défaut, on dira seulement case underscore print type inconnu. Voilà. On peut tester une séquence de tuples ou de listes représentant les résultats sanguins également. Mais avant, testons ce code pour voir ce que ça nous donne. Voilà. Compte des cellules. Maintenant, on va changer ça en chaîne de caractères. Je vais mettre E. coli, l'Escherichia coli. Voilà. J'exécute le programme à nouveau. Voilà. Résultat qualitatif. Voilà. Parce que c'est une chaîne de caractères. Maintenant, voilà. Pi, la valeur de pi 3.14. On va voir. Voilà. Mesure de concentration. Parfait. Tout fonctionne. On peut aussi ajouter une condition GUAR avec le mot-clé if. Par exemple, je vire tout ça. Glycémie est égale à 150, disons 150 mg par décilitre. Maintenant, match glycémie. Voilà, on va tester avec case, voilà, int, car on s'attend à un nombre entier. If glycémie inférieure à 70. Maintenant, on affichera print une hypoglycémie. Voilà. Ensuite, case int if glycémie inférieure ou égale à 100. Print normal. Voilà. C'est une valeur normale. Ensuite, case int if glycémie supérieure à 100. Print hyperglycémie. Voilà, je vais y arriver. Ensuite, le case par défaut, case underscore print valeur invalide. Voilà, valeur invalide. Maintenant, testons pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, hyperglycémie, car ici la glycémie est à 150. Je vais mettre, ça doit afficher normal. Voilà, normal. Si je mets 60, hypoglycémie. Voilà, parfait, ça fonctionne. Le if, après le pattern, nous permet de rajouter des conditions logiques basées sur les valeurs de laboratoire. C'est très flexible pour les diagnostics, par exemple. La question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est: faut-il passer au match case et abandonner les if, elif et else? La réponse, bien sûr que non. Il faut utiliser le bon outil pour le bon cas. Utilisez if, elif, else quand vous avez des conditions complexes avec des opérateurs logiques and, or ou not. Lorsque les conditions sont différentes les unes des autres, vous testez des plages de valeurs, exemple glycémie supérieure ou égale à 70 et glycémie inférieure ou égale à 100 par exemple. Maintenant, utilisez match case quand vous comparez une variable contre plusieurs valeurs fixes, par exemple les groupes sanguins, lorsque vous avez besoin de patterns complexes, listes, tuples, etc. On abordera ces différents concepts plus tard. Lorsque vous voulez un code plus lisible et structuré, quand vous utilisez Python 3.10 ou plus, cela va de soi. Mais honnêtement, le if, elif, else restera toujours votre meilleur ami pour la plupart des cas, notamment quand vous avez besoin de logiques complexes. Le match case est là pour les situations où il brille vraiment, comme la détermination du groupe sanguin. Avant de conclure, quelques bonnes pratiques pour les conditions. Premièrement, l'indentation est votre ami. Utilisez 4 espaces, pas de tabulation, ça évite les erreurs. Deuxièmement, testez toujours vos conditions du plus restrictif au moins restrictif, surtout avec elif. Par exemple ici, si on a une note qui fait 15, if, note, ça c'est la mauvaise syntaxe à éviter, supérieur ou égal à 10, je décide de dire seulement je print admin, voilà. Ensuite, elif, note, supérieur ou égal à 14, voilà, print, mention bien, attention, ici mention bien, voilà, je continue avec else, voilà, print échec, voilà. Vous allez constater ici, lorsqu'on va exécuter ces programmes, ça va nous renvoyer admin, voilà, vous voyez, ça nous donne admin parce qu'on a commencé avec une condition moins restrictive. Donc, la bonne syntaxe, ce serait de commencer ici avec 14. Je mets 14 ici. Je vais mettre ici mention bien. Ensuite, je vais mettre ici admin et ici 10. Voilà, vous voyez. Maintenant, là, lorsque je vais réexécuter le code, ça va me donner mention bien. Voilà, vous voyez mention bien. Si maintenant je tape quelque chose, disons, je vais mettre peut-être 13. Je vais mettre 13. Je change ici en 13 plutôt. 13.
Voilà, j'ai réexécute le programme. Voilà, vous voyez, avec 13, ça me donne admin car effectivement, 13 est inférieur à 14. Donc, on est dans ça, on rentre dans cette condition. Donc, toujours tester vos conditions du plus restrictif au moins restrictif. Troisièmement, utilisez des noms de variables explicites. Ne pas utiliser par exemple A est égal à true, mais antigène A est égal à true. Voilà, c'est là va de soi. On a vu les variables et on a parlé du nommage des variables. Quatrièmement, n'imbriquez pas trop de conditions. Si c'est trop complexe, créez une fonction séparée. On verra ça bientôt également, la notion de fonction. Et enfin, cinquièmement, commentez vos conditions, surtout si elles sont complexes ou médicales. Ça aide à la compréhension. On a couvert énormément aujourd'hui. Et récapitulons. If, une condition simple. Else, une alternative si la condition est fausse. Elif, plusieurs conditions à tester. L'indation, la règle d'or pour les blocs. L'opérateur ternaire, une ligne élégante pour un simple if-else. Le match case, la nouveauté puissante pour comparer contre plusieurs valeurs fixes. Et enfin, le pattern avancé, capturer des valeurs, tester des types, utiliser des guards. Voilà. Vous avez maintenant un cerveau complet pour votre code. Vous pouvez écrire des programmes qui prennent des décisions intelligentes, comme un système de détermination du groupage sanguin. Dans le chapitre 6, on va apprendre à répéter des actions sans écrire les codes des centaines de fois. On va plonger dans les boucles while. Et comme dit le dicton, la répétition est la mère de l'apprentissage. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.